En fait, c'est tellement douloureux au moment où ça sort et tellement pas anticipé ou prémédité qu'en plus je craque et que physiquement je pleure. Et là, c'est ce qu'il y a de pire en politique. Moi, je suis assez convaincue sur ces échecs politiques que j'ai connus m'ont permis d'avoir la trajectoire qui est la mienne aujourd'hui. En fait, ce que ça m'a appris, mais la vie politique en général l'apprend assez vite, c'est qu'en fait, y a un jour d'après. Donc on décide pas de ses faits, on décide de ce qu'on en fait. Si vous êtes convaincu qu'il n'y a pas de force sans faille, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Faille. Aujourd'hui, je reçois Aurore Bergé. Aurore est ministre chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations. Et ce qui m'intéressait dans cet épisode, c'était de la faire réagir d'abord sur ses failles, évidemment, mais aussi sur cette notion de vulnérabilité et sur les différents aspects qu'elle peut avoir. Est-ce qu'on peut avoir des failles? Est-ce qu'on peut montrer ses failles quand on est ministre? Et la faire réagir sur les vulnérabilités dont elle s'occupe dans sa fonction. Alors, si cet épisode vous plaît et si vous voulez m'aider, je vous remercie de vous abonner en vidéo à ma chaîne YouTube ou en audio sur l'une de vos plateformes de podcast. Bon épisode! Bonjour Aurore. Bonjour. On va pas faire une interview politique. Ok, c'est bien, ça change. On va sortir un petit peu des interviews habituelles et on va parler des failles. Les failles, c'est un sujet que j'aime beaucoup et qu'il vient de mon histoire personnelle. J'ai perdu mon mari et de ce drame sont nées aussi beaucoup de choses positives. Et j'aime bien employer l'expression qui parfois choque un peu, mais c'est mon côté provocateur, grâce à mon drame. Et de lister tout ce que ce drame m'a apporté et combien les épreuves sont le moteur de transformation. Et donc, comme j'en suis convaincue pour moi-même, ça m'intéresse d'aller le chercher chez les autres. Et c'est représenté par cette image que j'adore du kintsugi. Tu sais ce qu'est le kintsugi? C'est cette façon de sublimer les bols cassés et de sublimer les failles, les fissures par de la poudre d'or. Alors, moi, dans ce podcast, j'offre un galet en kintsugi à mes invités sur lequel j'ai inscrit ton prénom. Et donc, je te le remets. Merci beaucoup. Et les failles, j'ai envie de t'en faire parler parce que je considère que c'est un terme qui a différents aspects par rapport à la façon dont tu le côtoies. D'abord parce que tu es ministre chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations. Donc, on pourrait dire peut-être, pour vulgariser, que tu es ministre des vulnérabilités. Ouais, et donc, tu les côtoies au quotidien. Et par ailleurs, tu es ministre. Et en plus, tu es une femme. Donc, la vulnérabilité, elle est un peu interdite. C'est une règle tacite. Et la vulnérabilité est signe de faiblesse. Donc, ce que je voudrais que tu nous partages, c'est la façon dont tu concilies cette notion qui a tellement de facettes. En fait, je pense que tu as bien résumé les choses. C'est-à-dire, il y a cette espèce d'accord tacite qui fait que quand on fait de la politique, comme c'est un monde qui est tellement concurrentiel, parce que de facto, il y a peu de place. À la fin, un gouvernement, c'est 30-40 personnes, moitié hommes, moitié femmes. L'Assemblée, c'est 577, c'est pas 578. Donc, en fait, les places coûtent très cher. Et donc, à partir du moment où c'est tellement concurrentiel, il y a l'idée de la force. Et ce qui a souvent été résumé comme l'inverse de la force, c'est justement la faille ou la vulnérabilité. Et je pense que le problème d'avoir mis ça de facto en scène, de l'avoir presque théorisé ou en tout cas intériorisé, fait que ça a aussi beaucoup déshumanisé la vie politique. Il ne faut pas être fragile, il ne faut pas être malade, il ne faut pas affronter d'épreuves. Or, les hommes et les femmes politiques sont des hommes et des femmes d'abord. Donc ça veut dire qu'on traverse des épreuves personnelles, des épreuves de vie, qu'on peut traverser la maladie, la sienne ou un proche, traverser le handicap, traverser des violences, traverser des doutes aussi, du burn-out, bref, tout ce qui constitue les failles d'une société ou les failles d'un être humain. Et se dire que le présupposé, c'est qu'il faut le cacher. Il faut surtout pas que ça se sache. Il faut surtout pas le montrer. Il faut surtout pas dire que je suis pas disponible là tout de suite maintenant parce que je suis pas en état. Ça commence un petit peu à changer, tant mieux. Moi, je me souviens par exemple, la maire d'Aubervilliers, c'était l'année dernière. Ouais, je me souviens. C'était la première fois. Elle a écrit à toute la population en disant juste là, j'y arrive plus. Ouais. Je suis en burn-out, donc j'ai deux solutions. Soit je démissionne et j'arrête, soit j'accepte de prendre du temps pour moi et ma famille, parce que sinon, de toute façon, je vais plus être au niveau. Peut-être qu'il y a 10 ou 15 ans, et sans doute qu'il y a 10 ou 15 ans, elle aurait pas du tout pu dire ça. Parce que dire ça, ça aurait provoqué du ricanement, ça aurait conduit à son remplacement, c'est-à-dire, elle est pas compétente. Et pire encore, en plus, c'est une femme. Donc forcément, elle nous fait le coup, etc., etc.
Donc je pense que ça commence à évoluer parce que je pense que si on veut que les Français croient quand même que la politique peut changer des choses, il faut qu'ils croient aux femmes et aux hommes qui font la vie politique. Et on y croit parce qu'il y a des convictions, parce qu'il y a des combats qu'on peut porter, mais qu'il y a aussi à un moment une humanité qui nous anime. Et cette humanité qui nous anime, elle est aussi faite de ces failles et de la manière avec laquelle ces failles, elles vont nous construire et de cette résilience. Enfin, pour moi, le corollaire de la faille, c'est la résilience, c'est-à-dire la capacité justement à se dire, ne pas les effacer, parce qu'en fait, on n'efface pas une histoire, on n'efface pas un vécu, on apprend à le dompter, on apprend à vivre avec, on apprend à faire en sorte que ça nous envahisse pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. On apprend aussi parfois que y a des moments où ça revient. C'était pas forcément prévu, c'était pas forcément prémédité, mais tout d'un coup, boum, on se réveille un matin et ça revient. On y repense, ça nous réaffecte. Et en fait, c'est pas grave. C'est pas grave si on sait pourquoi on est là, si on sait pourquoi on se lève le matin, si on est aussi bien entouré et si on sait en faire quelque chose. Là où c'est insupportable, c'est si on n'arrive pas à en faire quelque chose. Si on n'arrive pas non pas à tourner la page, mais à se dire on va s'en servir, s'en saisir pour transformer. Et ça, je pense que ça prend du temps. C'est pas immédiat. Enfin, je pense que tu l'as évidemment vécu et ressenti dans ta chair. C'est surtout quand il y a un entourage, quand il y a une famille, quand ça n'impacte pas que nous, mais que ça impacte les autres. Mais à la fin, je pense qu'on s'en sort si on accepte ça. Que c'est pas une page qu'on tourne, c'est pas une page qu'on efface, que ça reste en nous, que ça restera toujours en nous, mais qu'on a réussi à en faire quelque chose. Et je pense que dans la vie politique, ça doit aussi être la règle. Bien sûr, mais c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, on est loin parce que les dirigeants n'ont pas le droit d'être. Enfin, certains l'ont fait. Certains l'ont fait. Je pense à la question du cancer, par exemple. Grand dirigeant d'entreprise. Oui, à un moment. Arthur Sadone. Exactement, Arthur l'a fait. Enfin, je trouve que ça dit quelque chose. C'est très fort d'avoir un moment un dirigeant puissant, parce que c'est toujours le sujet. C'est le rapport à la puissance, c'est le rapport au pouvoir, qui à un moment a dit qu'il traversait une épreuve de vie que beaucoup de Français soit ont traversé eux-mêmes, soit ont traversé dans leur propre famille, et qu'en fait, c'était pas ce qui allait l'empêcher non seulement de vivre, parce qu'il allait se battre, d'exister. Et je trouve que dans le monde économique, c'est très fort. Je pense aussi à cette femme, pour le coup, son nom m'échappe, mais qui a parlé du sujet de l'alcoolisme. Sujet très tabou, on parle d'une maladie. Et elle, à un moment, s'est exprimée en disant, moi, dirigeante, elle était cadre sup dans une grande entreprise française, j'ai vécu ça. J'ai été malade. Et là, c'est encore différent. C'est quelque part, l'alcoolisme, c'est vécu comme elle l'a bien voulu, elle l'a choisi. C'est évidemment pas comme ça que ça se passe. C'est une addiction, c'est une maladie. Et il faut arriver à le reconnaître, à l'accepter, pour accepter d'en sortir et de se faire accompagner, soutenir. Et je trouve ça très fort, en fait, qu'on ait des femmes et des hommes qui osent, à un moment, prendre la parole, et notamment dans le monde économique, où là encore, voilà, cette notion de concurrence, de pouvoir et de puissance fait que normalement, on leur dit plutôt que ça va faire peur. Ouais. Ça va faire peur. Et en fait, je pense que ça fait pas peur aux autres. Je pense que ils peuvent. Alors, peut-être que les épreuves, ça fait peur, évidemment. Personne n'a envie de traverser ces épreuves-là. Mais le fait que justement, on ait des gens puissants, ou qui ont du pouvoir, qui ont accès à la parole publique, qui à un moment disent, je trouve que c'est aussi réconfortant pour la société française. C'est sûr, mais les réseaux sociaux militent pas en faveur de ça, puisqu'on voit que la face rêver de tout un chacun, donc ça c'est quand même une vraie entrave, et on est quand même loin de... je me suis intéressée, de par les failles, aux fail conférences aux États-Unis, et donc vraiment c'est cette culture de l'échec qu'on met en avant. Oui. Et on en est loin. Et en fait, en France, il y a un peu le problème de moi, ce que j'appelle un peu une forme de double peine. C'est-à-dire qu'on a ni le droit à la réussite, ni le droit à l'échec. C'est-à-dire que l'échec, ça marque au fer rouge. Mon Dieu, il a planté sa boîte. Bah oui, mais en fait, il a pris le risque. Il a pris le risque de monter une boîte. Mon Dieu, il a perdu une élection. Bah oui, mais il a pris le risque de se présenter. En fait, si on n'accepte pas l'échec, on peut pas réussir. Ça, c'est une règle qu'on apprend quand on fait de la politique, quand on monte sa boîte, quand on a une profession libérale. C'est qu'à un moment, on sera tous confrontés. Bien sûr. En tout cas, ça arrive, l'échec. On se plante dans une relation amoureuse. On n'arrive pas à élever ses enfants comme on aurait aimé le faire exactement. On se prend des chemins parfois alambiqués dans sa vie professionnelle. Et on tire des enseignements de ces épisodes. Et il faut un moment assumer de parler de ses échecs, parce que là encore, je pense que ça rassure de se dire qu'on a le droit de s'être trompé. Et que notre vie, elle n'est pas tracée parce qu'on va prendre la mauvaise spécialité pour ensuite avoir le bac, ou parce qu'on ne va pas choisir la bonne école ou la bonne fac, ou que le premier job va pas être le job dans lequel on va finir pendant 30 ou 40 ans de sa vie, ou que peut-être le première histoire d'amour, ce ne sera pas la dernière. Enfin,
ça fait partie de nos vies. Il y a des gens pour lesquels, tant mieux, peut-être tout sera très linéaire tout au long de leur vie. Et tant mieux si c'est ce qu'ils ont choisi. En général, les lignes de vie, elles sont un peu plus tortueuses quand même, et elles sont rarement des lignes droites qui ne s'arrêtent jamais. Donc, je pense qu'à un moment, il faut qu'on arrive à lever cette double peine. On a le droit de réussir, on a le droit d'être conquérant, on a le droit de réussir. Il y a 10 000 chemins de réussite d'ailleurs. C'est pas que la réussite professionnelle, c'est pas que l'argent, c'est pas que le succès, la notoriété. Il y a 1000 manières d'être accompli dans une vie. Et on a le droit à l'échec pour justement réussir ensuite à s'accomplir. Je reviens sur cet épisode quand tu es dans l'hémicycle, on est en mars 2023. Il y a une proposition de loi pour rendre l'inéligibilité obligatoire des personnes qui ont été condamnées pour des violences conjugales. Et tout d'un coup, tu dis, je sais exactement de quoi je parle. Donc, j'imagine que tu n'avais pas anticipé ça. Et comment tu en viens à te mettre à nu et finalement à rompre cette règle tacite dont on parlait tout à l'heure, qui est de ne pas montrer ses faiblesses. Et là, tu es en plein milieu de l'Assemblée nationale. Oui, alors on est au cœur de là où il faut jamais montrer en effet de la vulnérabilité. Et en plus, c'est pire que ça parce que, en fait, c'est tellement douloureux au moment où ça sort et tellement pas anticipé ou prémédité qu'en plus je craque et que physiquement je pleure. Et là, c'est ce qu'il y a de pire en politique. C'est vraiment de montrer de la faiblesse absolue, d'être désarmé, d'être démuni, de pleurer, etc. Et en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir déposé un texte qui me paraît évident. On sort de l'affaire Quatennens, donc député de la France Insoumise, qui a été condamné, ce qui est quand même suffisamment rare pour être souligné, condamné pour des faits de violence conjugale. On essaye matin, midi et soir de répéter qu'il n'y a pas de petite violence. Et donc, il se trouve qu'il est condamné. Il se trouve qu'il est très défendu par sa famille politique, par son parti politique, par Jean-Luc Mélenchon en particulier, qui n'aura jamais eu un mot pour la victime. Jamais il n'aura eu un mot de compassion ou d'empathie pour la victime. Il revient à l'Assemblée nationale sous les hurrahs quand même. Vraiment, cette scène-là, c'est pas le même jour, mais c'est une autre scène moi, qui m'a beaucoup choquée, beaucoup marquée. D'ailleurs, on a été beaucoup de femmes à quitter l'hémicycle à ce moment-là, toute formation politique confondue, parce qu'on a trouvé ça insupportable. C'est-à-dire, il revient comme si c'était un héros, quoi. Quand il revient, première prise de parole, ils se mettent tous à ses côtés et ils se lèvent pour l'applaudir. Je trouve ça sidérant. D'ailleurs, je pense qu'on l'aurait laissé passer dans aucun autre parti politique. Donc bref, je dépose cette proposition de loi. Et pour moi, ça devait faire unanimité. Je m'attendais à ce que les insoumis, évidemment, soient mal à l'aise. Mais tant mieux, moi, je voulais aussi montrer que justement, en fonction du parti d'où ça venait, les uns et les autres n'étaient pas forcément à l'aise. Et en fait, je me retrouve, j'avais l'impression, enfin l'image, moi, qui me vient en tête de ce moment-là, que j'ai jamais voulu revoir. Il y a une fois un ou deux médias qui me l'ont présenté, sans me le dire d'ailleurs, avant l'interview. J'ai failli partir du plateau parce que c'est pas des images que j'ai envie de regarder. Elles sont très, très douloureuses. Mais vraiment, j'ai l'impression d'être un taureau au milieu de l'arène, mais sans avoir aucune capacité de pouvoir, du coup, m'échapper, quoi. C'est une mise à mort. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a juste une femme, présidente de groupe, donc qui incarne le pouvoir, qui incarne l'autorité, qui dépose une proposition de loi, donc moi, qui défend l'idée qu'un homme condamné ou une personne condamnée pour violence conjugale ou intrafamiliale sur des femmes ou sur des enfants ne devrait pas pouvoir être un élu de la République. Ce qui est quand même quelque chose sur lequel on devrait tous se mettre d'accord. Ouais, c'est le b.a.-ba. Et à la fin, je me fais lyncher et harceler. Et harceler. Par des femmes en particulier, et en particulier de la France Insoumise. C'est un brouhaha épouvantable. Ça hurle en permanence d'insultes, d'humiliations, etc. Et puis, il y a ce truc qui est insupportable où on me dénie le droit de porter ce texte. En gros, je suis une opportuniste absolue, je n'y connais rien, je n'y comprends rien, et c'est presque une insulte aux femmes ce que je suis en train de faire parce que je fais de la politique. J'ai le droit de faire de la politique. Je suis députée, je suis présidente de groupe, donc on a le droit de faire de la politique, et j'essaye de poser des principes. La politique, c'est aussi poser des principes. Et donc c'est à ce moment-là où, un peu, je sais même pas si c'est instinctif en fait, c'est qu'à un moment, c'est trop, quoi. Tu sors de tes C'est gonds. trop, et du coup, je leur dis, mais vous n'avez pas le droit, quoi. Juste, vous pouvez pas. De quel droit vous parlez? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous savez de ma vie, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai traversé? Et d'ailleurs, dans l'hémicycle, il y a sans doute d'autres femmes qui sont concernées. Et d'ailleurs, il y en a qui me l'ont dit après. Il y en a qui me l'ont dit après en disant, moi aussi. Moi aussi, j'ai vécu, et je sais ce que sont les violences conjugales. Et non, je l'avais jamais dit. Et donc, voilà, il y a ce moment-là. Mais tu le regrettes, ce moment? Si Bah, tu il est pouvais sorti. revenir en fait, arrière? Ce que je regrette, c'est de pas avoir pu prévenir des gens que j'aime, parce qu'il y a des gens qui l'ont découvert à ce moment-là. Il y avait très, très peu de gens qui étaient informés, en fait. Il y a mes parents, que j'ai prévenus très longtemps après les faits, d'ailleurs. Il y a mon mari.
il y a 2-3 amis très proches. Je trouve ça se compte à peine sur les doigts des 2 mains, en fait, ceux qui étaient au courant. Et donc forcément, heu, après ce moment-là, il y a plein de gens qui m'écrivent, en fait, et qui se disent: «Mais pourquoi tu nous l'as pas dit? Comment on peut aider?» et cetera, et je comprends, les gens se sentent un peu démunis en se disant: «Mais tu as vraiment dit ça? Il s'est vraiment passé ça? Et comment on a pu pas le voir à l'époque?» Et en fait, c'est là où il faut bien comprendre que quand on vit des violences, c'est normal de pas forcément le voir. Mmh. Parce qu'une victime de violence, elle fait tout pour que ça se voit pas, justement. Ou après, elle envoie des signaux qui sont pas forcément audibles parce qu'on n'est pas prêt à l'entendre ou parce qu'on n'est pas prêt à le voir. Et puis parce qu'on pense toujours que les violences, ça n'arrive qu'aux autres. Ouais. Cette phrase-là, elle est vraie. C'est-à-dire que les violences, c'est tellement quelque chose d'insupportable que le premier principe, c'est qu'on se dit, je peux pas connaître quelqu'un qui est coupable de violence, je peux pas connaître une victime, c'est pas dans ma famille, ça peut pas être dans mon entourage, ça peut pas être dans ma vie professionnelle. Que statistiquement, il y a forcément dans nos entourages des gens qui ont été victimes et donc des gens qui ont été auteurs aussi. Et ça, c'est encore plus dur à entendre, Mmh. cette idée-là. Et donc, ce que je regrette, c'est ça. C'est en fait, enfin, ce que je regrette, c'est que j'ai pas pu choisir le moment où j'allais le dire. Et peut-être qu'en fait, je l'aurais jamais dit sinon. Ouais. Alors, je me dis le positif de ça, c'est que je l'ai dit. Donc, quand on parle des failles, c'est que je l'ai dit Et ça t'a malgré moi. libérée d'une certaine Alors, manière? pas sur le moment. Sur le moment, ça a été épouvantable et sur le moment, j'ai Et quand tu sors de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que tu fais? T'appelles quelqu'un? Non, j'ai Elisabeth Borne qui était Première ministre à l'époque qui m'a tout de suite appelée, et très empathique et en soutien. Beaucoup de témoignages de députés. Il y en a qui ont été adorables, qui m'ont envoyé des bouquets de fleurs, qui m'ont livré des chocolats le lendemain. Enfin, les gens ont fait comme ils pouvaient en fait pour me témoigner qu'ils étaient là et c'était très très touchant. Et ça fait du bien de se sentir accompagné et soutenu. Donc, en fait, j'ai pas choisi le moment. Et ça, c'est très violent en fait de se sentir contrainte. J'aime pas ça. Moi, je suis très attachée à la liberté. J'aime pas l'idée qu'on m'ait privée de cette liberté, de dire ou de ne pas dire et de choisir le moment où je le dirai. T'as été dans le corner, quoi, finalement. Ben, là, vraiment, j'étais acculée. Alors, j'aurais pu ne rien dire et juste Mmh. encaisser, mais en fait, c'était tellement, enfin, insupportable pour moi d'entendre l'idée que je me servais des femmes, que je me servais de ce sujet, alors que oui, en fait, malheureusement, et comme des millions de femmes, en fait, je sais de quoi je parle. Et donc, ça a sorti comme ça. C'est sorti comme ça. Le pire d'ailleurs, c'est que ça les a pas empêchés de continuer ensuite à attaquer et à harceler. Mais on arrivera à faire voter ce texte. Moi, voilà, je n'abdiquerai jamais sur ce sujet. Je pense qu'il y a un devoir d'exemplarité, d'humanité, de dignité qui fait qu'on peut pas élire n'importe qui, qu'on peut pas investir n'importe qui et qu'il faut que chaque parti politique fasse le ménage. Si j'essaye de regarder l'aspect positif des failles, puisque c'est ça, ce à quoi tu nous invites, c'est que peut-être que sinon je l'aurais jamais dit. Peut-être que sinon ce serait jamais sorti. Que je l'aurais juste dit à quelques personnes très 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 proches. Et c'est vrai que je sais que vu les messages que j'ai reçus, les courriers que j'ai reçus, les mails, les messages sur les réseaux sociaux, vraisemblablement, ça a fait du bien. Moi, je me souviendrai toujours quand je suis allée en déplacement dans le Nord, je visite un centre une fois que je suis devenue ministre, donc c'est presque 2 ans après. Une femme qui a été victime de violences, elle me prend à part. Donc on est dans un centre d'hébergement de femmes victimes et elle me tombe dans les bras en pleurant, en disant: «Vous, comme vous avez vécu ça, je sais que vous nous défendrez». Et ça m'a énormément émue parce que c'était quelqu'un, voilà, c'est pas quelqu'un d'engagé, c'est pas quelqu'un de connu, c'est juste une femme qui vient pour être accompagnée, pour être soutenue, et qui, voilà, qui a eu ce geste d'humanité et d'espérance. D'espérance en moi, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'espoir aussi parfois qui repose sur nous et qu'il faut espérer être à la hauteur et faire en sorte d'être à la hauteur. Donc rien que pour ça, je me dis que voilà, ça vaut les petits fils dorés, et ça veut dire que ça a pas été inutile. Mais de cet épisode, puisque c'est pas ce qui m'intéresse, n'est évidemment pas les violences dont tu as été victime, mais est-ce que cet épisode t'a changé et justement, qu'est-ce que t'en as tiré comme force en tant que femme dans ta relation de couple, dans ta relation de toi vis-à-vis de toi-même? Est-ce que ça t'a renforcé? Au contraire, peut-être ça t'a fragilisé? Sur le moment, ça a été très, très rude, très violent. Mais en fait, ce que ça m'a appris, mais la vie politique en général l'apprend assez vite, c'est qu'en fait, il y a un jour d'après. Et que le jour d'après, on se remet sur ses 2 jambes et puis qu'on avance. Et donc, encore une fois, on tourne pas la page parce que cet épisode, tu m'en parles, parce que vraiment, il a marqué. Voilà, en plus, l'histoire a fait que ensuite, le président de la République m'a nommé, bon, d'abord sur les solidarités et les féministes, mais pas très éloigné. C'est une question que je voulais te poser. Est-ce que c'est un hasard? Alors, le président savait. Pour le coup, Okay. il a fait partie des très rares auxquels je l'ai dit avant que ça existe.
Et c'est vrai que là, au moment où il m'a nommée sur les questions d'égalité, il n'y a jamais fait référence directement et je lui ai jamais posé la question, d'ailleurs. Mais déjà, c'est toujours lui qui m'a annoncé lors des remaniements que j'étais nommée. C'est toujours par lui que je l'ai appris. Et la première fois qu'il me nomme sur ce sujet-là, c'est quand même sa grande cause, il est très attaché. Il me dit, il m'écrit même, je veux que tu sois sur un combat qui compte pour toi. Et donc, c'est un peu Alors, ton j'en fil sais d'or. rien, implicitement, C'est- je sais pas. Et c'est vrai que j'ai pas voulu savoir. Et du coup, j'ai pas voulu lui poser la question. Mais lui savait, il le savait encore une fois avant cet épisode à l'Assemblée. Et moi, je l'ai pris aussi pour ça. Je sais qu'il m'a nommée d'abord parce que je suis une femme politique et que j'espère avoir des compétences avant d'être juste une femme qui a subi ça et qui l'a dit. Parce que je veux pas être ramenée à ça, je veux pas être étiquetée comme ça et je veux pas être limitée à ça. Je suis heureusement bien d'autres choses que juste ça, comme tu bien d'autres choses que la faille que tu as traversée, parce que les failles, on les décide pas. Tu n'as pas décidé l'épreuve que tu as eu à subir, je n'ai pas décidé de l'épreuve que j'ai eu à subir. Donc on décide pas de ces failles, on décide de ce qu'on en fait. Absolument. C'est ça qui compte en fait. Et donc on se résume pas à ça non plus. Mais voilà, je me dis, et j'ai envie de me dire que peut-être que ça a aussi compté. Alors, puisqu'on parle de tes failles, je voudrais aussi qu'on parle de tes fondations. Tu parles souvent et de manière très tendre, enfin, qui m'a, moi, beaucoup touchée, de tes parents. Ouais. Je sais que ton papa est décédé il n'y a pas très longtemps. Et tu parles de tes parents vraiment comme des éléments fondateurs de ce que tu es. Et je me reconnais là-dedans parce que je crois aussi que ma force vient de ça. Et tu mets en avant des valeurs qu'ils t'ont transmises, qui sont la liberté, l'amour, le travail aussi, le goût du travail, le sens de l'effort. Et voilà, moi en tout cas, je suis convaincue, tu vois, quand j'ai vécu cette épreuve, tout le monde me disait « Oh là là, qu'est-ce que t'es courageuse !» Et ça m'énervait qu'on me dise ça. D'abord, je n'étais pas courageuse, j'avais pas le choix. Mais surtout, je crois pas que j'étais courageuse, mais que j'avais cette chance d'avoir reçu tellement d'amour que ça m'avait donné des vraies fondations. Oui, je partage ça. En fait, tu disais que le ministère que j'occupe, c'est le ministère des vulnérabilités. Moi, quand je le résume, parfois, je dis que c'est aussi le ministère où on voit le pire et le meilleur de la société. Le pire parce que je suis confrontée à la question des violences, à l'antisémitisme, et le meilleur parce qu'on voit aussi ceux qui s'engagent et ceux qui refusent de s'habituer à ça, ceux qui refusent de s'habituer à l'indifférence. Et ce qu'on apprend notamment sur la question, la lutte contre les violences, c'est à quel point la famille est absolument décisive. Ouais. Et moi, je sais comme toi que j'ai eu de la chance. J'ai eu une chance inouïe, c'est-à-dire que je n'ai jamais douté de l'amour que mes parents me portaient. À aucun moment dans ma vie, je me suis dit « ils ne m'aiment pas » ou « ils ne m'aiment pas assez ». Et ça, en fait, c'est inestimable. Alors parfois, j'ai douté sur est-ce qu'ils sont assez fiers de moi, est-ce qu'ils croient assez en moi, etc. Et parfois, j'avais jamais l'impression de faire assez, etc. C'est autre chose. Mais j'ai jamais été en insécurité. Enfin voilà, ils vont toujours apporter ça. Et ce qu'on apprend d'ailleurs, quel que soit le milieu social dans lequel on grandit, même s'il y a des milieux pour lesquels c'est plus facile que d'autres, il faut être quand même lucide. Évidemment, mais en plus, j'ai eu la chance d'être baignée dans les livres, dans le théâtre, dans la musique. Donc, je sais aussi cette chance inouïe qui a été la mienne. Mais au-delà du milieu social, ce qu'on apprend, ce qui est le plus important dans la fondation d'un enfant, c'est la sécurité et l'amour. Qu'il se sente toujours protégé et qu'il se sente toujours aimé. Et moi, ça m'a... En fait, c'est marrant parce que mes amis ont toujours été étonnés de la relation que j'avais avec mes parents. Parce que mes parents avaient une maison en Normandie, donc c'est une maison qui vivait, et on invitait les copains. Et puis moi, j'ai invité mes copains. En fait, la question s'est même pas posée de dire je vais ailleurs, etc. Enfin, donc mes parents ont connu et ont vu grandir mes amis, mes potes, etc. Et en fait, ils dînaient avec nous. Enfin, je me suis jamais dit je vais inviter des copains, mais s'il vous plaît, surtout vous nous laissez tranquilles et vous venez pas à table. Enfin, c'était une évidence en fait. Et d'ailleurs, quand j'ai perdu papa, enfin, c'est fou quoi, le nombre de gens qui ont été marqués par lui, par ce qu'il leur a transmis à eux aussi, par son amour, par les valeurs qui étaient les siennes. Et puis c'était un personnage, puis très cultivé. Donc voilà, je sais que j'ai eu cette chance absolument inestimable. Et moi, j'essaye, enfin maintenant que je suis maman, j'essaye d'être à la hauteur de ça en fait, de ce que j'ai reçu. Et je fais forcément des choses différemment. Je cherche pas à copier, mais je veux qu'elle soit sûre que c'est une petite fille, elle soit sûre qu'elle ait aucun doute d'à quel point je l'aime.
Et j'étais souvent surprise, moi, d'amis ou de copains qui me disaient: «Mais moi, mes parents, ils me disaient pas "je t'aime"». Ils le montraient par d'autres manières, mais ça se disait pas. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement de familles où ces mots-là, finalement, sont pas des mots communs, sont pas des mots habituels. Moi, je pense qu'il y a pas un jour, où mes Tu dis parents ouais. m'ont pas dit, «Je t'aime», le soir en me couchant ou le matin ou je sais pas. Je pense qu'il y a pas eu un jour de ma vie où ça a pas été le cas. Et aujourd'hui, quand, j'ai ma maman au téléphone ou quand on s'écrit ou quand je la vois, il y a pas un moment où la conversation finit pas par un «Je t'aime maman» et «Je t'aime ma fille». Enfin, et pas juste parce qu'il faut le dire, mais parce que c'est là. Et donc ma fille, oui, je lui dis tous les jours évidemment que je l'aime, je ne sais combien de fois par jour, quand voilà. Et je lui pose tous les matins, c'est un rituel que j'ai instauré moi en tout cas, les mêmes questions. Je dis: «Qui est la plus forte? Qui est la plus belle? Qui est la plus intelligente? Qui est la plus drôle?» Pour qu'à chaque fois elle réponde: «Victoire, victoire, victoire, victoire». Alors, certains me disent que du coup elle va être, horriblement sûre d'elle, mais tant mieux. Enfin, vu le monde qu'elle a affronté ou qu'elle aura demain à affronter, eh ben, elle aura de l'assurance. Et voilà, je veux qu'elle ait confiance en elle. Et ça, je pense que ça s'inculque et ça se transmet très tôt. Parce que dès tout jeune, il y a déjà, voilà, des amitiés, des inimitiés. Alors bon, à 3 ans, ça dure, enfin, les amis, ils changent parfois tous les jours. Donc un jour, elle parle d'une copine, le lendemain, c'est plus sa copine, et puis le surlendemain, c'est un autre copain, et cetera. Mais je veux qu'elle doute jamais, d'elle et de l'amour qu'on a pour elle, et mon mari et moi. C'est quelque chose que vous partagez tous Ah ouais, les 2 ouais. dans son éducation? Il a eu une éducation très différente de la mienne, dans un milieu qui est très, 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 très différent, du mien. Et puis, heu, il a pas eu de papa, Mmh. parce que son papa est parti. En tout cas, celui qui, était sur l'unitaire est parti, mais il a été élevé par son beau-père. Donc, lui aussi, il a des failles. Mais qu'il a réussi aussi à transformer. Moi, je suis très admirative de son parcours. Je sais que j'ai eu, au départ, sans doute beaucoup plus de chance que lui, de la composition familiale qui était la mienne, du milieu dans lequel j'ai grandi, qui était d'abord un milieu culturel, intellectuel. Donc moi, je suis lucide par rapport à ça. Ça veut pas dire qu'ensuite, on n'a pas du mérite, et toi et moi, parce qu'à un moment, on a bossé, on a fait des études, on s'est imposé, on a pris des risques, on a survécu à des failles, et cetera. Mais voilà, il faut aussi être lucide sur le fait qu'on a parfois quand même plus ou moins de chance au départ. Et moi, je suis très, très admirative de lui. Je pense que c'est une des raisons aussi pour laquelle je l'aime tant. C'est aussi les épreuves qu'il a surmontées et qu'il sous-estime lui-même. Comme si finalement, bon, bah, il a réussi, c'est comme ça. Ben non, en fait. Il y en a qui auraient pas pu tenir debout et lui, il a tenu debout. Et oui, on transmet ça à... Lui, il a 3 filles. Et puis moi, du coup, une semaine sur 2, j'en ai 3 à la maison. Donc, on change pas de discours. Et je dis d'ailleurs à mes belles-filles, d'ailleurs j'aime pas ce mot, Comment et on tu les n'arrive pas, oui, il y a pas bah, d'autre en fait, je les appelle par leur ouais. prénom, je dis pas, «Mes belles-filles à table», ça existe pas. Donc il y a les enfants à table C'est et puis vrai je que les c'est appelle pas un par leur joli mot et moi je mais déteste aussi qu'on belle-mère, m'appelle c'est la pire belle-mère à encore, hein, 3. voilà. Belle-fille, c'est déjà pas joli, mais alors belle-mère, vraiment, c'est bref. Et en plus, il y a belle-mère, ça désigne plein de personnes différentes, donc un jour, on trouve un autre mot, qui permette à chacun d'être à la juste place, parce que je suis pas à la place de leur maman, elles ont une maman, donc chacun est dans son rôle, mais une semaine sur 2, je les élève Ouais. et donc je les aime. Et c'est un rôle pas simple, hein, parce que de facto, on te demande d'aimer, de t'attacher à des enfants, mais sur lesquels tu n'as aucun droit, Mmh. donc c'est très étrange, hein, comme relation à créer. C'est une place qui est très difficile à prendre Ouais, et ouais. et à définir parce qu'on n'a ni envie d'être ceci, ni envie d'être cela. Il Il faut pas faut prendre la place de mmh, l'autre, mais il faut quand même prendre une place, et puis on vit ensemble et puis on les élève et puis, je fais pas de distinction. Enfin, je veux dire, quand il y a les 3 à la semaine, il y a les 3 à la semaine et je ouais. les traite pas différemment en fonction de leur âge. Fonctionne différemment, mais je ne les traite pas, et heureusement encore d'ailleurs. Enfin, la question se pose même pas, en fait. Elles sont là, elles sont toutes les 3, elles sont sœurs, il y a pas de demi-sœurs. Mmh. Jamais prononcer cet horrible mot. Elles sont sœurs. Et en plus, comme je suis arrivée dans leur vie, très tôt, finalement, puisqu'aujourd'hui elles ont 8 ans et 10 ans et ça fait, maintenant un peu plus de 4 ans. Donc du coup, voilà, on va Oui, grandir tu ensemble. participes vraiment à leur éducation. Bah oui, de facto et heureusement, et c'est là où il faut trouver la juste place. Elles ont une maman que je respecte et que je ne remplacerai jamais. Alors pour revenir sur ces embûches peut-être dans ton parcours, personnel et politique, de l'échec des municipales, Ouais. des enseignements que tu as tirés de cet échec et peut-être spontanément tu veux me parler d'autres embûches ou d'autres choses qui ont forgé la personne que tu es aujourd'hui,
Et on dit de toi, tu le sais évidemment, que tu es quelqu'un de solide et de pugnace. Est-ce que c'est cette éducation dont on a parlé? Est-ce que ce sont ces embûches que tu as traversées? Voilà, moi, j'aimerais C'est comprendre sans tout doute ça. un peu de tout ça, mais les municipales, ça a été fondateur pour moi. Déjà parce que je me suis pris une claque. Tu Et considères que c'est la première grosse claque que tu es prise? en fait, en fait, quand on n'a jamais été candidat soi-même, c'est un truc qui est difficile à appréhender. Mais à la fin, tu as des affiches avec ta photo, tu as ton nom qui est partout. Donc, à l'époque, c'était sur une commune de 10 000 habitants, mais pour la première fois, j'avais des affiches de moi, j'avais des tracts avec ma tête, j'avais mon nom qui était partout. C'est un truc un peu étrange quand même. Et il faut d'ailleurs garder suffisamment de distance. C'est-à-dire, c'est pas parce que les gens ne votent pas pour toi qu'ils te rejettent toi en tant qu'individu, en tant que personne. Ouais. Faire la part des choses. À un moment, il y a des idées qu'ils n'ont pas eu envie voilà, de mettre au pouvoir. Il y a des erreurs qui ont été faites, etc. Mais c'est un vrai sujet sur le rejet, en fait. Et c'est pas parce que tu gagnes d'ailleurs que les gens t'aiment. C'est autre chose. Mais il y a un vrai rapport là-dessus des hommes et des femmes politiques sur la question de la séduction, sur la question de l'amour, sur la question de la conviction. Mmh. Et c'est des registres qui sont très différents. Mais c'est pas parce qu'il y a de la séduction que pour autant, quand on perd, ça veut dire que on est rejeté soi-même. Et ça met du temps à l'apprendre et à le comprendre. Et moi, c'est vrai que déjà j'étais plus jeune, c'était en 2014. C'était ma première vraie campagne, et puis ma première campagne sur mon nom. Donc tu embarques avec toi 28 autres personnes, on était 29 sur la liste, donc 28 qui te font confiance, t'y consacres. J'ai quasiment toutes mes soirées, je faisais des réunions d'appartement, des réunions publiques, je faisais du porte-à-porte le week-end, etc., en plus de ma vie professionnelle, hein. Donc tu jettes un peu toutes tes forces dans la bataille. Et puis, c'est très dur de s'auto-évaluer en campagne. C'est très dur d'arriver parce que les gens ne te disent pas forcément toute la vérité. Ils peuvent t'accueillir très bien chez eux et puis finalement, le lendemain, ils votent autre chose. Souvent, il y a des enquêtes qui disaient qu'un tiers des Français se décidaient dans l'isoloir, ce qui est quand même assez vertigineux. Ouais. Donc, ça veut dire que parfois, ça peut se décider à rien et sur rien. Donc, ça relativise quand même tous les efforts qu'on y met avant. Mais vraiment, au moment où il y a l'élection, mais je m'étais dit: «Si j'y arrive pas, mais ma vie va s'effondrer, en fait. Je vais pas m'en relever». Et en fait, tu te relèves. Et donc, Et non, mais en fait, c'est ça. mais C'est-à-dire le que lendemain, c'est comment? le dimanche, tu sais, parce que l'élection, c'est le dimanche, donc le dimanche, tu te prends une claque dans la gueule. Ouais. Puis le lundi matin, j'étais au boulot. Déjà parce que j'avais ma vie professionnelle, je vivais pas du tout du fait d'être élue. Et donc, le lundi, je suis au boulot, donc tu as les quelques collègues sympas qui te disent: «Oh là là, ça doit être difficile», et cetera. Tu as 2-3 sarcasmes de dire: «Ah bon, finalement, c'était pas», enfin, voilà. Et puis tu as un peu d'indifférence aussi parce qu'il y en a qui c'est bien normal, qu'il y avait vraiment autre chose à faire que de savoir, moi, ma campagne, ce qui allait se passer. Puis en fait, tu vois que tu survis, quoi. Et donc, Tu c'est une survis aux manière épreuves. d'apprendre à encaisser les coups, aussi, parce que dans ton Je métier, pense on que encaisse beaucoup, beaucoup de mais bien sûr, coups. mais je pense que sincèrement, et ceux qui ont connu ça, je pense, comprendront cette phrase, mais que tu sais gagner si tu as appris à perdre. Bien sûr. Et voilà, tu as été avocate, il y a aussi ce rapport-là. Et après, là, c'est différent quand tu es avocate parce que tu as la vie des autres aussi entre tes mains. Enfin, c'est une nature qui est évidemment une matière qui est différente. Mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'il y a des métiers où on se dit: si je perds cette affaire-là, si je perds ce cas-là, si je perds cette élection-là, c'est fini. Ma carrière s'arrête, je m'en relèverai pas, je m'en remettrai pas, même personnellement, humainement, je ne me relèverai pas. En fait, si. Et moi, c'est ça que ça m'a appris. C'est qu'en fait, il y avait le jour d'après. Et que le jour d'après, j'étais pas par terre. Que le jour d'après, j'arrivais à me relever. Et ça m'est arrivé aussi dans le reste de ma vie politique. Déjà, je pense que je serais peut-être pas devenue députée. Et donc peut-être pas devenue ministre si j'avais pas connu cet échec-là. Parce que j'ai connu cet échec, donc j'ai pas été maire. Alors que sinon, j'aurais été maire, j'aurais été vice-présidente de l'agglo, et puis peut-être que j'aurais été tout de suite conseillère régionale. Et donc, peut-être que ça aurait été différent, que j'aurais pas eu exactement le même parcours. En vrai, je peux pas savoir. Parce que c'est d'autres circonstances. J'ai fait ensuite d'autres choix. Mais voilà, le rapport à l'échec, il est fondateur. Puis ça permet aussi de compter les siens, de voir qui sont les amis qui tiennent dans l'échec et pas que dans les moments les plus heureux. Et donc, je l'ai vécu après à d'autres moments de la vie politique, des moments où tu t'attends à être nommé. Enfin, la question de la nomination, on demande toujours comment on fait pour être nommé. Mais je le savais.
Il y a pas de mode d'emploi, ça ne marche pas comme ça. Un remaniement, c'est des contingences politiques, c'est des différents partis qui doivent être représentés, c'est des règles de parité géographique, c'est ce que tu pèses aussi politiquement. Donc j'ai progressivement réussi à peser plus politiquement parce qu'il y a plus de notoriété, parce qu'il y a plus d'impact, parce qu'il y a les combats que je porte et je pense que je suis reconnue aujourd'hui pour ces combats-là. En tout cas, je l'espère. Donc évidemment que ça joue, mais il y a des moments où je pensais que ça, voilà, où normalement les planètes étaient alignées pour être nommées, puis finalement je l'ai pas été. Et peut-être que aussi, en fait, du coup, j'ai réussi à l'être au bon moment, parce que quand je suis réélue députée en 2022 et qu'on me propose d'entrer au gouvernement, là, c'est moi qui dis non, Ouais. en disant en fait non, moi je veux devenir présidente de groupe, donc je vais être candidate. Alors que là, on me le proposait. Et en fait, c'est moi qui vais à un moment dire en fait, c'est pas la voie que j'ai envie de prendre. J'ai envie de prendre le groupe et de me faire élire parce qu'il y a une élection. Et donc je suis élue par les députés. Et à ce moment-là, on est plusieurs candidats et je gagne au premier tour malgré plusieurs candidats. Et donc je démontre que voilà, je peux gagner, je peux les convaincre, je peux leur donner envie de travailler avec moi et qu'on peut faire du collectif et qu'on peut faire ensemble, etc., etc. Voilà, si j'avais été nommée 1 an avant, je serais peut-être restée au gouvernement, j'aurais pas vécu cette expérience de groupe qui m'a énormément appris et solidifié. Donc c'est pour ça que voilà, dans le rapport qu'on a aux épreuves ou à l'échec, il faut voir ce que ça nous a permis ensuite, malgré tout, de réussir, de transformer. Évidemment que sur le moment, on préfère gagner. Enfin, personne ne peut dire le contraire. Évidemment qu'on préfère ne pas échouer. Sauf qu'à un moment, ça nous fait de facto grandir. Et on n'est plus exactement les mêmes. Et ça remet en place un peu d'humilité, ça change un peu les entourages parfois, ça permet de remettre en question ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas su faire. Et en tout cas, à la fin, moi, je suis assez convaincue que sur ces échecs politiques que j'ai connus, m'ont permis d'avoir la trajectoire qui est la mienne aujourd'hui. Et que sans ça, sans doute que j'aurais pas eu la même vie politique. Et alors, tu dis que la vie politique, c'est une partie de la vie. Ouais. Comment est-ce que tu entrevois l'après-vie politique ? En fait, je pense qu'on est dans un moment qui est quand même un moment de rejet de la vie politique. Là-dessus, il faut quand même être très lucide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français zappent de plus en plus, regardent de moins en moins, et se disent surtout qu'on a de moins en moins de prise sur la vie et sur leur vie. Donc moi, j'essaie de me battre pour ça, parce qu'en plus, j'ai des causes. Moi, c'est des causes et des combats, en fait, ce ministère. C'est des combats dont on a parlé ensemble sur la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre le racisme, la discrimination, la lutte contre les violences, l'égalité, c'est que des combats. Donc, il y a intérêt à avoir quelqu'un à ce poste-là qui est prêt à combattre, qui est prêt à aller à un moment remuer, bouger, mobiliser, qui arrive à embarquer aussi un peu collectivement. Moi, c'est pour ça que je suis heureuse aussi d'être à cet endroit-là. Mais voilà, il faut avoir la lucidité de reconnaître quand même qu'aujourd'hui, le risque, c'est que la vie politique, on soit la pièce d'à côté pour les Français. Si on veut vraiment être à nouveau dans leur salon et à nouveau dans la pièce principale de vie et que la conversation le dimanche midi, ça se fasse encore un peu sur la vie politique et pas juste pour s'en désespérer, il faut aller parler aux Français. Et pour être crédible par rapport à eux, il faut aussi leur dire qu'on va pas faire ça toute notre vie. Parce que s'ils ont l'impression qu'on n'est que des rentiers et que notre seul sujet, c'est nos personnes et c'est comment en fait on sera là au prochain remaniement ou à la prochaine élection et ainsi de suite, en fait évidemment que ça leur donne pas envie de continuer à croire en nous. Si par contre je leur explique que moi c'est une tranche de vie sur laquelle je m'engage totalement, parce que je pense que une des choses qui m'est reconnue, c'est le travail. On peut ne pas m'aimer, mais je pense que les gens respectent quand même l'énergie que j'y mets et la force de travail qui est la mienne. Donc ils me voient bosser en tout cas. Et si en plus je leur dis voilà, non seulement je vais bosser, je vais me donner corps et âme sur ça, mais je serai pas là dans 20 ans ou dans 30 ans. Et où tu dois être ? Pour l'instant, je suis là et je suis pleinement là. Donc en fait, c'est vrai que je me pose pas la question, parce que le moment où je me poserai la question, c'est un moment où je tournerai la page. Et pour l'instant, je suis pas prête à tourner la page, parce qu'on a des combats tout de suite maintenant qui sont quand même essentiels et qui disent beaucoup quand même de l'état d'une société et d'une démocratie. Et puis on a un rendez-vous qui est majeur dans 18 mois avec l'élection présidentielle et avec un risque qui a jamais été aussi grand que l'extrême droite gagne dans notre pays. Donc il va falloir quand même quelques combattants et combattantes pour assumer que c'est pas inéluctable, parce que c'est pas inéluctable, ils n'ont pas encore été élus. Donc tant qu'ils n'ont pas été élus, ça veut dire qu'ils ne le sont pas. Et donc il faut que chacun ait ça en tête et qu'on se dise pas ça y est, c'est fini, c'est trop tard et on tourne la page. Non, il faut pas tourner la page. Il faut se battre pour que ça n'arrive pas.
Et donc, on verra après ça. Après, moi, j'ai toujours dit, par exemple, que député, je pense que c'est 3 mandats et que c'est bien de faire 3 mandats de vie parlementaire. Alors là, on peut dire que je suis au 3e, mais enfin, il y a une dissolution. Donc, en gros, c'est 15 ans. C'est 15 ans de vie parlementaire. Je pense que c'est bien. Aujourd'hui, il y a quand même peu de Français qui font 30 ans, 40 ans dans le même métier, c'est quelque chose, ou dans la même fonction. Donc, c'est aussi comment on évolue, comment on grandit. Puis, c'est aussi très exigeant vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nos proches. Tu rêvais d'être scénariste, je crois. Ouais, les gens me posent souvent la question en disant: «Mais tu as eu des parents comédiens, est-ce que ça t'a donné envie ou pas?» Alors j'ai fait du théâtre et cetera évidemment, mais non, j'ai pas eu cette lumière-là. Je pense qu'à un moment, c'est un truc quand même un peu animal qu'on a ou pas. Et puis moi, j'ai vraiment eu au fond de moi, et très tôt et très jeune, la vie politique. Et ça m'a toujours animée. Donc je pense que ça continuera à m'animer jusqu'à la fin de mes jours, de porter des combats, d'avoir un avis, de vouloir le donner, de vouloir prendre la parole. Mais je sais qu'il y a plein de manières de le faire. Mais aujourd'hui, je suis pleinement dans ce combat-là, et puis dans celui qui arrive, parce qu'il va falloir qu'on se mobilise quand même très fortement. Donc, une étape après l'autre. Mais oui, il y aura une autre vie après. Ça, j'y crois. Et je pense que c'est sain, mais je pense aussi qu'il faut que le monde économique aussi l'accepte. C'est-à-dire qu'à un moment, on a le droit quand même de s'être engagé pour son pays pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, et ensuite de revenir à une vie civile. Si à la fin, là aussi, on est tous marqués au fer rouge, parce que mon Dieu, on a été député, puisqu'on a été ministre. Maintenant, c'est devenu un problème. C'est-à-dire qu'on a été élus par les Français, qu'on les a représentés. Alors, on peut, en fonction des idées, accepter ou pas, mais enfin, on peut pas par principe dire qu'on est disqualifié parce qu'on a été parlementaire ou membre du gouvernement. C'est un truc un peu fou quand même. Alors, on va jouer aux cartes. Ok. J'ai un jeu de cartes. D'accord. Sur les failles, il y a plein de petites questions. Et tu vas en piocher 3 au fur et à mesure. Et si tu veux bien, tu vas les lire et même y répondre. Allez. La première. Alors, j'aimerais que les gens disent de moi que... Plutôt que... j'aimerais que les gens disent de moi que je suis courageuse plutôt que lâche. Bon, ça, je crois que normalement, on est plutôt bon là-dessus. J'espère. En tout cas, il faut continuer à le démontrer. Et une deuxième carte. Je vais de l'autre côté. Hop. Le voyage qui a changé ma vie. Alors, changer ma vie, je sais pas. Mais qui t'a marqué peut-être? Qui m'a marqué. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents. Mon père travaillait beaucoup, mais on avait toujours 2-3 semaines l'été. Il prenait jamais de vacances pendant l'année. Mais il y avait 2-3 semaines l'été où on partait, et on partait souvent à l'étranger pour voir d'autres choses. Donc c'est peut-être un souvenir avec mon papa. En fait, c'est la première fois que je suis allée à Florence. Parce que pour le coup, je m'en souviens très très bien. T'avais quel âge? Je devais avoir 8 ans, 9 ans. J'étais à l'école primaire, donc ça doit être ça, 8 ans, 9 ans. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai pleuré d'émotion devant quelque chose de beau. C'est-à-dire que je tenais la main de mon papa, et on arrive devant le Duomo, en fait, à Florence, et j'en ai pleuré. Ça paraît fou, hein. Surtout à 8 ans. Voilà, d'avoir cette émotion. Mais en fait, ça m'a submergée. Je trouvais ça tellement beau. Je lui ai serré très, 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 très fort la main. Et c'est un choc. Et on a des chocs parfois devant des tableaux, devant des paysages, devant des lieux. Bien sûr. Et moi, ça a été ça. Donc, je sais pas si ça a changé ma vie, mais en tout cas, c'est une émotion dont tu te souviens. Oui, que je ressens encore aujourd'hui en parlant. Et puis, en plus, c'est un souvenir avec mon papa. Et une dernière. Alors, je vais au milieu. Hop. La décision la plus difficile que j'ai eu à prendre. Voilà. Elles sont dures, hein, ces questions. C'est dur de répondre à ça. Je sais pas. Je dirais que paradoxalement, pas la plus difficile, mais la plus engageante de ma vie, c'est de devenir maman. Ça a été à la fois la décision la plus facile, parce que je l'ai fait à un moment où j'étais prête à le faire. Je me suis beaucoup battue pour la liberté des femmes de choisir, pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. J'ai dit publiquement que j'avais eu recours, comme des millions de femmes, à l'IVG à des moments où juste j'étais pas prête. Je crois à ça, je crois à la liberté. Je crois qu'on est une bonne mère à un moment où on décide qu'on est en capacité de l'être, et qu'on est aussi bien accompagné pour l'être. En tout cas, moi, ça a été mon choix. Donc, c'est pas la décision la plus difficile, pas du tout, mais c'est le processus. Et le fait que, voilà, à un moment, c'est quand même une décision de dire, voilà, je suis enceinte et j'ai envie de cet enfant, et j'ai envie de cet enfant avec toi. Et donc, c'est pas la plus difficile, mais c'est la plus engageante de ma vie, parce que c'est pour toute la vie. Et la plus structurante. Celle qui m'a le plus changé dans ma vie, c'est l'arrivée de ma fille. Faut être hyper organisé quand on est ministre et maman d'un très jeune enfant. On a une revue d'agenda tous les dimanches soirs pour se coordonner.
Ouais, il y a souvent beaucoup de culpabilité. Mais ça, j'arrive pas à m'en départir. Tout le monde me dit: «Mais ah bon, oui, mais c'est pas si simple en fait de se dire: "Allez, je vais enlever ma couche de culpabilité comme ça"». Non, c'est pas une pellicule qu'on enlève, c'est pas un scotch. Donc j'essaye de faire avec. Et quand je suis avec elle, je suis vraiment avec elle. Quand je suis avec elle, je suis pas sur mon téléphone. Quand je suis avec elle, c'est du temps pour elle, avec elle. Mais tu lui Heu, expliques, parce qu'elle est toute petite, ta fille. alors Tu elle est lui toute dis, petite, je fais mais un métier qui parfois non, m'oblige à, comment? elle alors Difficile à comprendre là, pour c'est un plus enfant. enfin, c'était plus facile, j'allais dire, quand elle était nourrisson, toute petite, parce que elle mesurait moins l'absence. Là, elle le mesure plus parce que déjà, elle s'exprime tout le temps, elle parle tout le temps, elle pose des questions et c'est vrai que là, il y avait souvent les questions, quand je revenais: «Tiens, mais est-ce que tu repars? Est-ce que tu vas au Mmh. travail?» Donc ça, elle a compris que maman, elle travaillait. Ça, elle a vraiment intégré, donc elle est venue, plusieurs fois au ministère. Elle est parfois quand je suis, là où je suis élue, elle peut venir, mais je veux pas non plus qu'elle devienne le centre d'attention, où tout le monde va la voir et cetera. Enfin, c'est pas une attraction ma fille. Même si c'est parfois très, très, très gentil, hein. Ouais. Tout le monde connaît son prénom, tout le monde me demande toujours de ses nouvelles et cetera. Mais c'est voilà, c'est ma vie personnelle et puis elle l'a évidemment pas choisie cette vie-là. Mais j'essaie de voilà, de faire attention, au temps. Le temps avec elle, je sais que je le rattraperai pas. Le temps que je n'ai pas Ouais. avec elle, je le rattraperai pas. Donc être, voilà, être épanouie, être à fond dans ce que je fais, dans mon couple aussi évidemment, mais avec du temps pour elle et avec elle et pleinement avec elle quand je suis avec elle. Merci beaucoup, Aurore. Merci beaucoup. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous sinon en audio sur votre plateforme habituelle, mettez une petite note avec les étoiles, ça m'aidera beaucoup. Merci.